Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de MaxiTest, votre magazine d'actualité automobile. Nous nous trouvons aujourd'hui à Detroit, la capitale américaine de l'automobile, pour vous proposer non seulement un voyage dans l'espace, mais aussi un voyage dans le temps. Nous sommes en effet ici pour découvrir la façon dont l'un des leaders mondiaux, General Motors, prépare le futur de l'automobile et plus généralement celui de la mobilité. Dans cette émission, nous vous montrerons les automobiles qui ont marqué l'actualité du mois. Au programme, une icône entièrement restylée, des crossovers au comportement plutôt surprenant et une fois n'est pas coutume, un pick-up survitaminé. Tout de suite, on découvre le sommaire en images. Dans cette édition, nous allons découvrir la nouvelle Audi A3 sur les routes spectaculaires de l'île de Madère. Le futur de la mobilité selon General Motors, en direct de Détroit, Michigan. Les news qui ont fait l'actualité du mois. Marc Langenbrink, notre invité du mois, nous reçoit pour une entrevue exclusive. Enfin, le nouvel Amarok qui part à l'assaut de la Gironde. L'Audi A3 est l'un des best-sellers de la firme d'Ingolstadt. Elle nous revient entièrement restylée et nous allons la mettre à l'épreuve sur les routes sublimes de l'île de Madère. Audi restyle son A3 et on vous l'accorde, ce ne sera pas facile à détecter au premier coup d'œil. Ouvrez bien les yeux, on va vous aider un petit peu, mais surtout, profitons de ces images somptueuses sur l'île de Madère, notre terrain de jeu d'aujourd'hui. Mais revenons à la voiture, alors qu'est-ce qui change? Rien? Bien sûr que non. Les plus observateurs remarqueront d'abord la signature lumineuse, ce qui se voit le mieux. Le bouclier également évolue, aussi en devenant plus sportif. Le profil demeure lui inchangé. À l'arrière, on a des feux à LED et notamment les clignotants dynamiques à défilement. Le pare-choc également se dynamise en style, suivant la finition choisie. Finalement, c'est l'intérieur qui dévoile le plus de modifications. En premier lieu, le Virtual Cockpit qui prend la place des compteurs. D'ailleurs, il affiche tellement d'informations que le second sur la planche de bord est limite superflu. Pour le reste, les équipements s'enrichissent d'un chargeur à induction pour les téléphones compatibles et d'autres services connectés. En termes d'assistance, elle gagne la conduite semi-automatique en cas de trafic chargé, qui combine l'aide au maintien de fil actif avec le régulateur de vitesse. Comme d'habitude chez Audi, il faudra cocher les bonnes cases pour bénéficier des derniers équipements en vogue. Quant à l'habitabilité, c'est tout simplement le statu quo. Cette compacte premium a connu nombre de déclinaisons. Il y a une berline, un cabriolet, un coupé. Nous avons opté pour la version petit break ou sportback, qu'on va avoir la chance d'entraîner sur des routes variées entre mer et montagne. C'est parti. Le diesel a lui encore son mot à dire, même s'il commence doucement à avoir moins les faveurs des clients non professionnels. Notre 2 litres TDI de 150 chevaux fait preuve d'un agrément comme on l'attend d'un bloc moderne du genre. Plus silencieux, il vibre moins que les blocs de la précédente génération. Surtout, il ne faut pas passer à côté de la boîte automatique S-Tronic, à la fois douce et rapide. On use constamment de son fort couple d'éléba régime, notamment pour s'assurer des relances particulièrement confortables. En plus, sa consommation est plutôt bien maîtrisée, avec environ 7 litres de gazole réellement consommés tous les 100 km. Son châssis fait bien son job. L'amortissement pourrait être plus moelleux, mais sa fermeté sert le dynamisme. Les mouvements de caisse sont bien contenus et minimisent l'effet mal de mer à bord. Sur route dégradée, le confort perd de sa superbe, particulièrement à petite vitesse, sans doute à cause aussi de nos roues de 19 pouces. La direction fait pour sa part preuve d'une précision appréciable qui rend la vie plus amusante sur les routes montagneuses de notre décor de rêve. Au chapitre de l'agrément de conduite, cette Audi A3 se comporte encore mieux en améliorant un peu plus encore l'existant déjà très bien.
Alors là où on pourrait ne voir qu'un simple restylage de mi-vie, moi je trouve que c'est une voiture qui mérite toute notre attention. Tout d'abord parce que l'ensemble châssis et moteur chez Audi est d'une efficacité redoutable et les nouveaux blocs moteurs permettent de gagner encore un peu en performance, mais aussi parce que la dotation en équipement progresse sérieusement, avec notamment l'arrivée du Virtual Cockpit. Et puis surtout, les aides à la conduite font de cette voiture quelque chose d'assez inédit sur ce segment, puisqu'on a à la fois les régulateurs de vitesse adaptatifs, les avertisseurs de franchissement en ligne, mais aussi ce qui préfigure la conduite autonome, avec notamment la possibilité de laisser le véhicule prendre les commandes dans les embouteillages. Et ça, c'est tout à fait nouveau. En prenant des informations sur le bilan de cette génération avant ce restylage, on apprend que le prix moyen d'une A3 se situe aux alentours des 40 000 €. En sachant que la gamme commence à 24 400 €, cela vous donne une idée des versions que choisissent la plupart des clients, et surtout du montant des options qu'ils ajoutent. En effet, avec un tel succès, Audi aurait tort d'en donner trop en série. Je vous propose de partir découvrir à présent le futur de l'automobile selon General Motors. Ici à Detroit, dans le Michigan, capitale de l'automobile américaine et siège mondial de GM, devant un parterre d'experts, nous est exposée la vision de la mobilité nouvelle selon General Motors et sa marque européenne Opel. Depuis quelques années, les constructeurs investissent les activités de la mobilité nouvelle, covoiturage et partage de véhicules en tête. GM investit tous ces segments, l'autopartage avec Maven, le covoiturage avec Lyft, la conduite autonome et enfin, last but not least, le véhicule électrique. L'occasion de faire le point avec Pamela Fletcher. GM has embarked on a great autonomous program. We currently have Chevrolet Bolts equipped with our autonomous technology. They're testing on the streets of San Francisco, which are very busy and very complicated, so we are learning at a rapid rate. We also have cars on the streets of Scottsdale, Arizona. So it's an exciting time. The development is very aggressive and very fast, and autonomous vehicles will be here faster than anyone thinks. Dans le domaine du véhicule électrique, l'actualité devrait être particulièrement riche en 2017 avec l'arrivée d'une nouvelle génération incarnée en Europe par Opel via l'emblématique Ampera i. Ces véhicules de nouvelle génération brillent par leur autonomie qui dépasse désormais 500 km. La chance nous est donnée de visiter la plus grosse usine de batteries en Occident, mais aussi et surtout l'usine où sont fabriqués ces véhicules. Et là, quelle surprise de constater que l'Ampera i partage la même ligne d'assemblage que les véhicules thermiques. Signe des progrès accomplis dans la standardisation de l'électrique. À l'issue de la visite, un tour en passager nous est proposé. L'occasion d'apprécier le silence et le confort propres aux véhicules électriques, mais aussi le look crossover et l'espace à bord qui caractérisent l'Ampera i. On en sort intrigué avec l'envie d'en prendre rapidement le volant, ce que nous devrions bientôt accomplir en exclusivité pour vous. Tout de suite, on découvre les actualités qui ont marqué la planète automobile. L'actualité de ce début d'année est dominée par deux événements majeurs, le CES de Las Vegas et le Salon automobile de Détroit. On commence avec le français Valeo qui présente pléthore de systèmes nouveaux. Pêle-mêle le Extra-Vue qui, via les caméras des véhicules, permet à la voiture derrière de voir ce qui se passe devant celle qui la précède. Il y a aussi les radars de proximité en manœuvre qui commandent l'arrêt en cas d'obstacle autour de l'auto. L'événement dans le Nevada leur a aussi permis de présenter leurs derniers progrès en termes de conduite autonome, notamment sur la capacité à freiner en cas de danger immédiat et imprévu. Faraday Future, un nouveau constructeur a présenté la FF91. S'il s'agit d'un concept car pour le moment, la marque promet les premiers exemplaires sur la route en 2018.
Il s'agit d'un véhicule électrique aux performances remarquables grâce à sa puissance de plus de 1060 chevaux, bardé de technologies futuristes. Tesla Motors a peut-être trouvé là l'un de ses principaux rivaux. Nissan a aussi fait le déplacement au CES avec Carlos Ghosn, le grand patron, qui a présenté lui-même sur scène quelques innovations. Il y a tout d'abord SAM, le système qui s'intégrera dans les futurs véhicules autonomes japonais. Un opérateur pourra prendre à distance en main la conduite de la voiture pour contourner une situation complexe, comme une scène d'accident, en dérogeant provisoirement au code de la route s'il y a besoin de couper une ligne blanche par exemple. En outre, après CarPlay et Android Auto, c'est maintenant Windows et l'assistant vocal Cortana qui arrivent dans les véhicules. À Détroit, constructeurs allemands et asiatiques y vont de leur première mondiale, Kia en tête, qui lève le voile sur la Stinger. Cette grande berline, au look particulièrement démonstratif, donne un coup de jeune aux constructeurs coréens. Sous ces lignes sportives, on trouve un V6 3 litres 3 biturbo de 365 chevaux, couplé à une boîte auto à 8 rapports. De quoi abattre le 0 à 100 km/h en à peine 5 secondes. Il s'agit du nouveau vaisseau amiral de la marque. Mercedes exhibe le GLA restylé qui mène le combat face au BMW X1 et Audi Q2. On ne va pas se raconter d'histoire, les changements ne vont pas vous sauter aux yeux immédiatement. Le bouclier a été revu, le dessin intérieur des feux également. Ajoutez à cela de nouveaux packs, des jantes inédites et visuellement on a tout dit. En revanche, elle fait le plein d'équipements alors que la version AMG compte maintenant 381 chevaux. Mercedes est sans conteste l'une des marques les plus dynamiques du moment. Marc Langenbrink, le président de Mercedes France, est notre invité du mois. Alors, première question, quelle est votre Mercedes favorite et pourquoi ? Il y a tellement, mais bon, le choix est vite fait, c'est la 300 SL Papillon. Pourquoi ? Pour l'esthétique du design, pour les succès qu'elle a eu en sport automobile et surtout pour cette idée ingénieuse de devoir avoir un cadre en aluminium et devoir trouver un moyen pour entrer. Donc ces portes papillons qui étaient d'abord, on va dire, une idée de secours et qui aujourd'hui sont une légende. Donc ça sera la Papillon. Sur le premium, il ne faut pas se cacher, la concurrence fait rage entre vous, Audi, BMW, dans une moindre mesure Volvo. Ouais. Quels sont les atouts et les avantages que vous comptez développer pour maintenir vos parts de marché ? Je pense qu'on va continuer à surprendre nos clients avec de beaux produits, avec un vrai feu d'artifice et on vient de montrer notre vision du futur de l'automobile. On l'appelle CASE, ça fait la connectivité, l'autonomie, le share, donc le partage et l'électricité. Donc je pense que ces 4 technologies sont toutes les 4 disruptives et on les a mis dans une entité, dans une stratégie. Donc on va travailler sur la voiture qui sera autonome, qui sera connectée, qui demain vous amène à l'aéroport, qui se gare toute seule, qui vous fait le check-in dans l'avion, qui repart et qui peut-être sera prêtée à quelqu'un parce que vous ne voulez pas payer le parking. Donc elle repart avec ce client, elle revient peut-être avec les courses que vous avez commandées sur votre appli, elle va vous aller chercher à l'aéroport et vous revenez à la maison. Donc je pense que là-dedans, il y a énormément de musique, il y a énormément de potentiel et c'est sur ça qu'on travaille et je pense qu'on est à la pointe de la technologie et on y sera. Alors justement, s'il y a un véhicule chez vous qui fixe le là en termes d'innovation technologique, ouais, c'est la classe S, ouais, et le là pour l'ensemble de l'industrie. Est-ce que la future génération sera porteuse d'une innovation majeure en termes de conduite autonome par exemple ? Déjà, il faut pas, si je puis me permettre, David, il ne faut pas attendre la future génération parce que la classe S actuelle, elle sait déjà le faire. On a présenté une classe S il y a 3 ans qui faisait 100 km en toute autonomie et tout ce qu'il fallait, c'est 2 caméras de plus et 3-4 sensors et surtout une cartographie qui est extrêmement détaillée. Aujourd'hui, la classe E, elle va déjà plus loin que la loi ne nous permette parce qu'elle sait déjà doubler une autre voiture en mode parfaitement autonome. Donc aujourd'hui, on sait que la voiture autonome, elle est réaliste, elle va être possible dès que le consommateur, dès que l'État le permette et le veut, et à ce moment-là, la technologie, elle est prête. Et je pense, dans 10 ans, au plus tard, on aura une certaine proportion du marché qui va être en autonomie
et ça va nous augmenter la sécurité, le confort et je pense au bonheur de tous. Mercedes parle beaucoup de l'électrification des véhicules à l'horizon 2020-2025. Mais dans quelle mesure participez-vous aux travaux d'infrastructure pour cette électrification et notamment pour la recharge ? Alors tout d'abord, nous sommes constructeurs d'automobiles, donc nous devons remplir nos devoirs en termes de produits. Alors nous avons aujourd'hui une marque Smart qui est la seule marque au monde qui a et thermique et électrique. Nous avons 7 différents hybrides aujourd'hui, qui est la technologie transitoire, et nous avons dit qu'en 2025, nous voulons vendre 25% de nos ventes, donc un quart, en pur électrique. Nous avons une architecture propre, donc la voiture est là, elle fonctionne, elle est opérationnelle. L'infrastructure aujourd'hui, moi j'ai toujours dit que c'est un décathlon. Il y a les municipalités, l'État, le consommateur, il y a aussi l'électricité eux-mêmes parce que ça ne vous sert à rien de nourrir votre voiture avec une électricité qui est à base de charbon. Donc il y a toute une stratégie autour qu'il va falloir qu'on résoudre avec l'État, avec le consommateur. Nous, de notre côté, nous sommes prêts, nous avons la matière et il faut maintenant trouver des solutions parce qu'on n'y est pas encore, surtout dans les zones métropoles. Marc Langenbrink, merci beaucoup. Mais de rien, merci beaucoup de m'avoir reçu. Le segment des pick-up se porte particulièrement bien dans notre pays et la fiscalité bienveillante ne semble pas en être la seule cause. Tout de suite, direction la Gironde pour mettre à l'épreuve le nouveau Volkswagen Amarok, doté désormais d'un V6. Dans notre monde qui considère le 4x4 comme un indésirable, une espèce fait son trou, les pick-up. Ils sont considérés comme des utilitaires et à ce titre se voient exemptés de malus. Ils prennent donc le pouvoir sur le marché des tout-terrains franchisseurs. Le Volkswagen Amarok par exemple est l'un d'eux et il compte bien continuer à progresser face aux habitués en s'offrant un nouveau V6 d'origine Audi et un restylage. Il s'agit toujours de la même voiture, donc question style, il n'y a pas grand chose de nouveau. Les modifications se sont concentrées sur les feux et la calandre, qui s'inscrivent dans la mouvance de design actuelle, en prenant des airs de Tiguan. Il a aussi de nouvelles roues, mais surtout il garde ses attributs de baroudeur de grands espaces. Des passages de roues marqués, une grosse benne à la capacité de chargement dans la moyenne du marché, des barres de renfort chromées, bref, il est paré pour la pampa argentine. Mais au fait, comment se porte le segment des utilitaires ? Le marché du pick-up, c'est un marché qui est vraiment très dynamique. Si je prends la moyenne des 10 dernières années, elle était estimée à peu près à 11 000 véhicules. Cette année, les prévisions de marché sont à 15 500 véhicules, c'est-à-dire 40% d'augmentation. Je pense que je ne vois pas de précédent au niveau du marché des utilitaires. C'est vraiment un vrai boom sur ce segment. Si on vous fait monter les yeux bandés, vous vous croirez dans un monospace et un Volkswagen qui plus est. Malgré certaines qualités de plastique qui feraient tache dans une Golf, l'Amarok a droit tout de même à un certain raffinement, avec une qualité d'assemblage maison. Il s'octroie aussi des équipements dernier cri, et notamment l'écran tactile multifonction. Bien installé sur la sellerie cuir, on n'imagine pas se faire bousculer. On peut dire un mot sur son comportement routier, il fait d'ailleurs preuve d'un confort surprenant pour un véhicule du genre. La puissance et l'onctuosité de son V6 3 litres lui permet de dépasser aisément et d'aligner les bornes sans heurts, une qualité que n'ont pas toujours ses concurrents. Mais vous allez voir que le plus intéressant n'est pas forcément là. Nous sommes au volant de l'Amarok restylé avec le V6 de 224 chevaux. Alors là on est actuellement sur la route, mais quand on est au volant d'un pick-up tout-terrain, on n'a qu'une envie, c'est de l'emmener sur les chemins et c'est ce qu'on va faire tout de suite dans le vignoble du Bordelais. Et comme on sait que nombre de vignerons raffolent des pick-up pour travailler, on en profite pour se mettre un peu à leur place, puisqu'ils semblent être dans la cible. Le client de l'Amarok, c'est aujourd'hui essentiellement quelqu'un qui a une entreprise à près de 70%. Aujourd'hui, c'est quelqu'un de marié, une moyenne d'âge autour de 44-45 ans, des revenus quand même supérieurs. Pour un usage aujourd'hui, loisir, urbain, autoroute aussi, donc c'est pas que du client off-road qui va aller dans les dunes. L'Amarok se montre plus confortable sur terrain défoncé mais roulant que n'importe quel pick-up du marché aujourd'hui. Et pourtant il dispose de suspensions à lame
qui à vide normalement dégrade sensiblement l'amortissement. Pour être honnête, on ne s'y attendait pas et c'est une bonne surprise. Son porte-à-faux avant très court lui permet de savoir assez facilement où le bout de son capot se situe dans les manœuvres. Peu de risque donc d'arracher un pied de grand cru en passant. Dans les bois, là encore il se retrouve dans son élément. Il faut dire que sa large benne permet largement de charger les bûches pour l'hiver. Et aller le chercher au cœur de la forêt landaise ne lui fera pas peur. Comme dans les prés, il ne craint pas d'affronter les routes défoncées par les racines des grands arbres sous le bitume. Et ce n'est surtout pas les terrains meubles et légèrement boueux ramollis par la rosée du matin qui l'arrêteront. Son mode off-road donne les commandes à l'électronique et il n'y a plus qu'à tourner le volant et gérer son allure, les puces faisant le reste. Cet explorateur nous pousse à chercher des coins toujours plus reculés, supposés inaccessibles autrement qu'après de longs kilomètres à pied. Pratique pour aller dépanner le randonneur en détresse ou ravitailler le garde forestier. Le plus spectaculaire reste sa capacité en tout terrain. Et même si notre terrain fut aménagé pour l'exercice, ils n'y sont pas allés de main morte. Et ça commence par un atelier de dévers effrayant qui nous semblait infranchissable si un instructeur ne nous avait pas mis en confiance. Malgré son poids dépassant les 2 tonnes, il peut avancer penché au-delà du raisonnable pour la plupart d'entre nous. Malgré le stress, heureusement, jamais il ne se retrouve en mauvaise posture et on ne risque pas le renversement. Le plus impressionnant, c'est le passage de la dune. On monte une pente à plus de 50 degrés pour la redescendre en passant par un profond gué à sec avant d'atteindre la terre ferme. Là aussi l'électronique fait merveille sur un filet de gaz et juste en aidant le contrôle à la descente, en dosant le freinage, il passe facile. Dans le pire des cas, le bouclier plastique va frotter un peu, mais sans que cela n'entrave la marche. Et puis il y a aussi le fameux croisement de pont qui montre l'impressionnante amplitude des suspensions. Bref, on voit guère ce qui peut faire peur à ce pick-up exceptionnel en tout terrain. On va pas se mentir, franchement un pick-up au quotidien, c'est quand même pas facile, c'est long, c'est lourd, ça n'a pas vraiment de coffre. En revanche, c'est vrai que pour faire du tout-terrain, l'Amarok se montre intéressant. Et pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui le plus puissant du marché. Et à quel tarif? Eh bien environ 35 000 € pour la version de base en simple propulsion. Quant à notre finition haute, Aventura en transmission intégrale, avec le V6 de 224 chevaux, il faut compter pas moins de 45 980 € hors taxe. Il est cher, très cher même, mais c'est le prix à payer pour s'offrir le plus puissant et le plus luxueux des pick-up du moment. Et bien voilà, cette émission touche désormais à sa fin. Nous quittons donc Detroit, les États-Unis, pour vous donner rendez-vous le mois prochain dans Maxi Test et à bientôt sur l'antenne de Motors TV.